Donc, ce cycle de webinaire est réalisé en partenariat avec les réseaux Dynamise et France Hydrogène. Et Pierre Bourgogne, qui est donc consultant spécialisé dans les questions de financement de l'innovation, qui nous fera l'amitié de nous présenter des éléments sur le contexte européen et national des financements de projets dans le domaine de l'hydrogène. Je vous présente deux slides qui sont pour moi assez intéressantes. Leur premier intérêt, c'est que ce sont des slides qui sont tirés d'une publication qui a été faite tout récemment par une école d'ingénieurs de Nancy, l'École nationale supérieure en génie des systèmes industriels, et qui présente un certain nombre d'avantages, en particulier celle d'être capable de modéliser, voire d'optimiser des systèmes qui, dans le cas particulier, sont appliqués à l'hydrogène et qui permettent de réfléchir à la façon dont on voit les choses. En particulier, selon que l'on imagine des productions massives d'hydrogène ou au contraire des productions moins massives, intermittentes, etc., on voit bien que derrière, le système d'utilisation, le système de la grille qu'on va constituer, etc., sont assez différents. Et puis, ils savent aussi montrer des choses assez simples qu'ils peuvent quantifier, bien entendu, sur des projets précis, qui sont le photo, par exemple, en ligne, on a les process, le photovoltaïque, les batteries, le stockage d'hydrogène, etc. Et puis, en colonne, on a les problématiques, le coût, les émissions de CO2, l'indépendance, la sécurité, etc. Vous aviez souhaité débuter ce propos par un exemple concret. Donc, en Lorraine, on connaît le cas de la communauté d'agglo de Sarreguemines qui porte un projet hydrogène avec à la fois production et distribution d'hydrogène depuis plus de 10 ans, avec un bilan contrasté de leur propre aveu. Car la question du financement, elle touche tant l'investissement que le fonctionnement. Oui, ça va paraître intéressant de partir d'un cas concret et qu'en plus, il va nous permettre de reboucler quand on va parler du montage de projet derrière, qui va permettre de reboucler sur par quel bout on prend un problème. En fait, très tôt dans la réflexion hydrogène, l'agglo de Saint-Gemines s'est dit on a peut-être des coups à jouer, on veut être des promoteurs, etc. Ils ont démarré donc leur réflexion entre 2010 et 2012 parce qu'ils élaboraient un plan climat pour leur agglo et ils se sont dit ça serait intéressant quand même de montrer clairement que ce qu'on peut faire de l'hydrogène. Ils ont construit leur projet, ça leur a pris 2 ans. Et puis quand ils ont cherché de l'argent, ils se sont tournés vers les sources habituelles pour des collectivités et ils n'ont rien trouvé. Personne n'a répondu à leur appel plus ou moins désespéré. Ce qui montre que quand les financeurs potentiels n'ont pas les boîtes à outils, ils sont un peu démunis devant des projets très en amont. Et puis, il s'est trouvé il y a eu une chance assez intéressante, c'est que en 2013, un réseau public-privé de développement d'hydrogène et de la pile à combustible, un réseau européen, s'est positionné et avait entendu parler de ce qui se faisait à Sarreguemines et s'est positionné pour que Sarreguemines rentre dans un appel à projet. En 2015, le contrat avec la Commission européenne a été signé et en 2016, le projet a démarré. À la fois, c'est un projet ambitieux parce qu'il a quand même coûté pas mal d'argent, 1,5 million, et que malgré tout, les effets sont à ce stade-là pour un démonstrateur intéressants, mais restent quand même assez modestes. Ceci étant, ils ont pu, grâce à cela, tirer un certain nombre d'enseignements qui leur permet de dire que certainement il y a des choses à faire pour l'alimentation de véhicules hybrides hydrogène électrique, qu'il y a peut-être des possibilités de transformer l'opération exploratoire, qui était presque un prototype, en quelque chose de viable économiquement. Et ils se sont donc, ils ont réfléchi à ce qu'il fallait faire, d'une part pour améliorer leur outil actuel, et puis il faut travailler à
un modèle économique qui soit valide et qui soit, si possible, enfin, qui soit transposable, en tout cas, qui soit utilisable là. Et ils ont lancé un appel à manifestation d'intérêt pour que quelqu'un reprenne l'exploitation du système. C'est la société Mobile Épinal qui l'a remporté. Et pendant 2 ans, les deux partenaires de casque, donc Sarreguemines et Mobile, vont travailler à l'amélioration du système, tout ce qu'on a dit, et à l'élaboration d'un modèle économique fiable, pérenne, etc. Merci Jérôme pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Louisiane Derrière, chef de projet hydrogène chez Mobi, donc filiale de Vendest, développeur éolien et solaire basé à Épinal. Oui, effectivement, on a été candidat à cette reprise de la station. Donc on a convenu effectivement de 2 ans. On a une durée de 2 ans pour essayer de trouver un modèle économique et pour nous permettre de réaliser toutes les études nécessaires pour redresser la station. Si toutes ces conditions sont remplies, on passera ensuite sur un bail d'exploitation d'une durée de 30 ans, jusqu'à 40 potentiels. Voilà, ça c'est pour un peu le montage juridique. Pendant ces études, le modèle économique qui doit être assuré et surtout le gros point c'est trouver les usages. Chez Mobi, on a la version, on développe des projets d'écosystèmes qui sont basés sur les usages. On n'a pas la version très grosse production et ensuite usage. On part sur les usages. Donc la sécurisation, elle est là à faire. Aujourd'hui, il faut renverser le modèle économique. Aujourd'hui, l'hydrogène est distribué gratuitement parce que c'est un projet, effectivement, comme a dit Pierre, public, avec des clients pour la plupart publics. Donc c'était un peu aussi les conditions du FCAGU pour cette station-là. Donc aujourd'hui, forcément, si l'hydrogène est distribué à 0 et qu'on a des frais d'exploitation qui sont autour de 20-25 000 euros par an et une mise à jour de 300 000 euros à prévoir, forcément ça ne marche pas. On doit renverser le business model pour assurer une rentabilité assez intéressante. Donc il faut passer d'une vente à un prix convenable. Et 2, renverser la quantité d'hydrogène qui est produit et distribué sur site. Aujourd'hui, on est sur une station qui distribue très peu d'hydrogène. On est entre 2 et 5 kg par jour. Et c'est une station qui ne produit pas beaucoup, qui a peu de stockage et qui est, comme a dit Pierre, assez ancienne, donc, voire carrément obsolète. Donc, il faut passer sur le business model au-dessus, avec des plus grosses quantités produites et distribuées, pour augmenter la rentabilité. Le seul point dans la rentabilité, c'est qu'il faut quand même avoir un prix de l'hydrogène acceptable à la vente. Aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, forcément, si on passe à des prix tout de suite énormes, on n'est pas sûr de pouvoir avoir toujours des clients. Et pour valoriser, pour avoir un prix acceptable, chez Mobi, nous, sur Sarreguemines, on souhaite, comme a dit Pierre, valoriser le plus possible l'oxygène et la chaleur. Ça fait partie des pistes qui sont exploitées pour diminuer le prix de l'hydrogène et augmenter la rentabilité de la station. Et la grosse question aussi qui se pose dans l'exploitation de la station pour la rendre rentable, c'est la sécurité juridique de la vente. La vente de l'hydrogène à des privés, elle est compliquée, surtout à un prix. Donc ça aussi, on travaille énormément là-dessus, sur ce point-là. Voilà. Donc par rapport aux subventions, juste on a un petit problème, c'est que la station est déjà existante. Donc par rapport aux appels à projets de l'ADEME, notamment, c'est plus compliqué. Là où on peut aller chercher et sécuriser au maximum, c'est sur les véhicules qui peuvent être financés grâce aux appels à projets de l'ADEME écosystèmes territoriaux. Donc là, on travaille beaucoup avec les acteurs et surtout les industriels en fait, du territoire, comme Continental par exemple, qui est juste à côté, pour pouvoir acheter des véhicules hydrogène via l'appel à projet. Et on ira aussi chercher des financements sur l'Europe. Mais en tout cas, pour la station en elle-même, sur l'ADEME, c'est compliqué. Voilà. Et on compte aussi sur le soutien de la région. Le message est passé. Le lancement de projets du type de ceux qui nous animent actuellement, c'est le résultat d'une espèce de dialectique entre la Commission, le niveau européen, le niveau État et le niveau région. Sachant que les aides que peuvent apporter l'État et la région sont réglementées par un certain nombre de règlements justement européens. Les systèmes de financement européens sont des systèmes qui marchent, qui sont séquencés par période de 7 ans.
on vient de terminer quelque chose qui s'appelait H2020 et on est en train de rentrer dans la période 21-27. Normalement, dans un système normal, un système bien foutu, on commence la période de programmation en ayant arrêté tous les dispositifs et les systèmes, mais on sait bien que c'est difficile, que le diable est dans les détails et que les négociations sont toujours assez longues. Et donc actuellement, les dispositifs européens ne sont pas encore, j'allais dire, validés, on va dire ça comme ça, et que du coup, un certain nombre aussi d'opérations franco-françaises ne le sont pas complètement non plus. Des choses vont passer en région Grand Est très prochainement devant les élus. Marion Baudouin nous en dira un peu plus. Au niveau Europe, on a en gros des programmes spéciaux, on pourrait, pour simplifier, on va les appeler comme ça, qui permettent, qui sont bien ciblés pour s'adresser à la problématique qui nous intéresse là. C'est sur les transports, c'est sur d'autres aspects, et il y a déjà des choses qui ont été publiées. Les volumes ne sont pas énormes, mais on commence à avoir un tout petit peu clair sur les programmes spéciaux. Les programmes généraux, qui ne sont pas faits pour financer explicitement des dispositions sur l'énergie, etc., mais qui peuvent aussi être utilisés dans certains cas, eux ne sont pas encore validés. Donc, ça complique un peu les choses, et ça complique les choses, je pense, à tout le monde, à ceux qui cherchent de l'argent, comme à ceux qui imaginent les projets, etc. Au niveau français, les acteurs sont le ministère des Finances, notamment avec les plans de relance, mais dans le cadre on va y venir un tout petit peu après, dans le cadre de l'hydrogène, on voit bien clair, à peu près clair, et avec les acteurs habituels du financement de projets ou de la problématique de financement. Et puis la région et les autres territoires, donc là je n'en parle pas puisque nous avons une spécialiste. La stratégie européenne pour l'intégration de l'énergie, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et puis, il y a un certain nombre d'autres projets qui sont portés aussi avec des financements, qui sont un projet sur les transports et un projet sur, on pourrait l'appeler, oui, plutôt démonstrateur. Et puis, il y a, dans le cadre du plan de relance, qui prévoit, alors c'est combien 3,5 millions d'euros d'ici à 2023 et 7 millions d'ici à 2030, que l'ADEME opérera, avec deux grands domaines qui sont complémentaires. D'une part, les problématiques des écosystèmes territoriaux. On y reviendra un tout petit peu quand je parlerai des projets, mais c'est quand même comment on met des gens autour d'une table pour penser ensemble à la fois les problématiques de production, de transport, d'usage, etc., etc. Et comment on peut utiliser ça pour structurer ou pas une approche énergétique des territoires, selon que l'on va choisir de la production massive qui structure à mort ou bien au contraire de la production en petite, avec des outils moins importants et qui permet d'avoir des systèmes beaucoup plus proches de l'utilisation, et donc d'autres qui présentent d'autres avantages, mais qui posent aussi d'autres questions. Et puis de l'autre côté, on a un appel à projet qui s'appelle Briques technologiques et démonstrateurs, et où là, on voit bien qu'on est sur comment on va passer, en gros, du prototype à quelque chose déjà d'un peu plus proche du monde industriel pour pouvoir, derrière, à la fois extrapoler pour atteindre des vraies dimensions industrielles et pour pouvoir approcher aussi les aspects économiques, les modèles économiques qui vont pouvoir sous-tendre le déploiement d'hydrogène.
Merci Pierre pour ces éléments. Alors peut-être simplement une précision. Je pense que votre langue d'un fourché, on parle bien en milliards, que ça a été dit d'ailleurs dans le Oui, chat. milliards, C'est 7, pardon, excusez-moi. c'est 7 milliards d'ici 2030. Quelques millions, je pense qu'on ne sera pas autour de. Excusez-moi, pardon. Voilà. Tout ça, ça s'inscrit effectivement dans des stratégies régionales. On va laisser la parole à Marion Baudouin pour nous présenter quelques éléments sur la stratégie de la région Grand Est en la matière. Oui, donc bonjour à tous. Donc je suis Marion Baudouin, je suis en charge du pilotage de la stratégie hydrogène en région Grand Est. Alors juste, je voudrais revenir un peu sur la slide précédente, juste avant de parler, sur le plan de en fait relance. En fait, le plan de relance actuel n'est pas, tous les outils ne sont pas encore déployés. Donc, il y a encore un dispositif qui doit être en cours de en fait montage et ce sera pas et l'opérateur ne sera pas l'ADEME, qui est sur un mécanisme de soutien à la production d'hydrogène. Et ça viendrait compléter. Alors, je mets tout ça au conditionnel parce qu'on n'a pas du tout d'éléments sur le volet-là. Ça viendrait compléter, s'ajouter, entre guillemets, au 4e axe de l'appel à projet briques technologiques et démonstrateurs, donc qui est plutôt sur la production massive d'hydrogène. Pourquoi ce mécanisme-là? Donc, ce mécanisme, en fait, il doit permettre de rendre compétitif l'hydrogène vert par rapport à de l'hydrogène gris. C'est-à-dire que quand on est sur des écosystèmes territoriaux, on peut être sur des écosystèmes de la mobilité. Et dans ce cas-là, quand on produit de l'hydrogène vert, on le compare en termes de charge de fonctionnement à des flottes en fait, mobilité qui tournent au gasoil. Donc, on compare de l'hydrogène avec du gasoil. Donc, de l'hydrogène vert pourrait, entre guillemets, s'en sortir avec des prix qui peuvent être compétitifs par rapport au gasoil. Par contre, quand on est sur des productions massives, à partir par exemple de 20 mégawatts, donc plusieurs centaines de tonnes produites par an, là, dans ce cas-là, on est sur des usages industriels et les usages industriels, eh bien, la matière première, l'énergie est extrêmement sensible dans leur process. Donc, il y a un gap entre de l'hydrogène gris qui est à 1,50 € plus les tonnes de CO2 émis par cette production d'hydrogène gris à comparer avec un achat d'hydrogène vert. Et là, ce gap-là, eh bien, il est compliqué à passer pour les industriels. Donc, l'État réfléchit actuellement, mais il n'y a rien qui est sorti. Normalement, ça devrait sortir en 2022-2023, parce qu'il faut aussi que ça passe avec la commission, avec la CRE, etc. Puisque là, on est sur du soutien d'énergie. Et la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut soutenir cette production verte-là pour décarboner des usages industriels. Donc actuellement, l'axe 4, donc sur des électrolyseurs massifs, briques technologiques et démonstrateurs, il n'y a aucun projet qui a été déposé parce qu'il n'y a pas de soutien justement sur les OPEX-là et que le modèle économique n'existe pas encore. Alors, par rapport à ces OPEX, donc les OPEX, en gros, c'est les charges, c'est le différentiel entre de l'hydrogène gris et de l'hydrogène vert. Il y a une énorme question qui se pose actuellement et qui n'est absolument pas tranchée. On a rendez-vous prochainement avec le ministère pour essayer de s'en sortir. C'est sur les projets transfrontaliers. C'est-à-dire que la stratégie nationale, elle est double. La stratégie nationale, c'est de décarboner et une relance industrielle. D'où le soutien sur les briques technologiques parce qu'on veut déployer une filière industrielle de l'hydrogène. Là, je ne parle pas forcément des écosystèmes, je parle vraiment de l'industrie qui va produire les électrolyseurs, les piles à combustible, etc. Et donc, l'objectif de l'État, il est double. Quand il y a des projets
de production et de consommation, ces projets ils sont analysés sous forme d'écosystème. Donc l'État souhaite qu'il y ait les industriels qui soient soutenus, mais souhaite également que l'empreinte carbone de la France soit baissée. Et sur des projets transfrontaliers, il peut se trouver qu'il y ait une production dans un pays et une consommation de l'hydrogène dans un autre pays. Et dans ce cas-là, l'État français ne souhaiterait pas soutenir à minima les OPEX parce que ce serait au bénéfice d'une décarbonation de l'autre pays en question. Donc actuellement, ça, ce n'est pas tranché. Et on ne sait pas comment travailler, comment accompagner des écosystèmes qui seraient transfrontaliers. Mmh. C'est une question très, très sensible actuellement. Et pour l'instant, on n'a pas de ligne de partage. Donc ça, ce sont des choses qu'il faudra que on pose sur la table prochainement avec nos partenaires transfrontaliers dans le cadre de la grande région ou dans le cadre des relations bilatérales du côté alsacien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très bloquant pour les acteurs sur les territoires, se dire comment est-ce qu'on peut soutenir de part et d'autre des frontières un même écosystème. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et puis, voilà, pour les prochains rappels à projets sur les écosystèmes territoriaux, ça pourrait être en mars. Mais là, comme l'ADEME n'est pas présent, je ne vais pas m'avancer plus. Voilà, c'est juste pour une petite parenthèse. Donc, là, merci beaucoup, c'est très intéressant, très important. Voilà, donc ouais. Là, au niveau de la région Grand Est, j'ai pas présenté d'autres slides parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. On est comme au niveau européen, on est tous en train de se placer. Donc nous, notre stratégie, elle a été présentée 2 mois après la stratégie nationale qui a présenté le plan de en fait relance. Donc nous, on est aussi dans une phase d'appropriation du sujet en interne, de structuration et de mise en place des nouveaux dispositifs en articulation avec les dispositifs européens qui ne sont pas encore sortis. Donc ça complexifie beaucoup de choses. Alors nous, notre stratégie, elle se repose sur 5 axes. Sur la production d'hydrogène vert ou décarboné, sur la partie la mobilité. Donc décarbonation de la mobilité, on est plutôt sur du lourd, on n'est pas du tout sur des véhicules légers. Sur la partie industrie, donc industrie, c'est au niveau technologique, chaîne de valeur, et puis au niveau décarbonation industrielle. On a un volet formation, et puis on a un fort volet sur la gouvernance et sur les travaux qu'on a déjà engagés avec nos en fait partenaires européens. Donc, je voudrais commencer par la partie usage, parce que c'est vrai qu'en accompagnant un certain nombre de projets sur le territoire, parfois on peut être happé par des projets de production qui s'installent déjà, qui s'affichent déjà en termes de production, alors que nous, on est vraiment dans la même lignée que l'ADEME, on parle d'écosystème, donc avec un usage identifié et une production adaptée aux usages. Et pas forcément de produire de l'hydrogène sans avoir un débouché en face. Donc sur la partie usage, il y a la partie industrie. Donc là, il y a actuellement une offre d'emploi qui est ouverte et donc qui va être portée par la direction de la DCC, donc c'est la direction attractivité, donc c'est compétitivité, connaissance, et aussi sur le volet innovation. Il y a un poste qui s'est ouvert pour un chargé de mission sur la décarbonation. Donc, ce sera principalement lui qui va travailler aux côtés des industriels pour les accompagner dans la réflexion de comment basculer leur système énergétique vers des systèmes énergétiques beaucoup plus efficients, et puis voir si l'intégration de l'hydrogène peut être une bonne idée ou pas, et d'évaluer les besoins qu'il pourrait avoir. Donc pour l'instant, toute la partie là, ce serait basé sur des fonds PIA 4
qui sont aussi en cours d'élaboration. Donc là, on n'a pas encore trouvé le dispositif pour accompagner correctement ces filières-là. Mais il n'empêche que dans la partie industrie, chaîne de valeur, on a déjà accompagné un certain nombre d'acteurs qui font partie de l'écosystème hydrogène. Donc, que ce soit des entreprises, par exemple, qui travaillent sur la liquéfaction de l'hydrogène ou des entreprises qui sont en train de basculer vers une motorisation hydrogène. On travaille également avec Renault IVIA, donc le site de Bâti qui va accueillir des masters Z2 sur le site. Donc, on travaille avec le milieu industriel, avec des outils qui existent déjà. Et notamment, on va puiser sur le volet innovation. Donc ça, c'est là sur la partie industrielle. Sur la partie mobilité, donc actuellement, nous avons un dispositif qui est actif, mais qui n'a été sollicité qu'une seule fois, qui est un soutien à l'acquisition de véhicules hydrogène, en se basant sur le coût rétrofit d'un véhicule à motorisation classique vers un véhicule hydrogène. Donc, nous, aujourd'hui, j'en fais pas forcément trop la publicité parce que on va présenter en décembre à nos élus un plan mobilité qui est beaucoup plus ambitieux, qui est beaucoup plus large, parce que on va avoir une approche transformation de flotte captive, publique ou privée, vers des motorisations faibles émissions. Donc, on a une flotte captive carbonée avec des motorisations carbonées. Comment la faire basculer vers de l'électrique, du GNV, de l'hydrogène ou des biocarburants. Donc, l'approche, c'est à chaque usage, l'énergie, quelle est l'énergie qui est la plus à même de répondre aux usages que l'on a. Et Marion, peut-être sur cette question, quand est-ce que cette question passe au vote? Donc, quand est-ce que ça sera C'est à la présenté aux élus? mi-décembre, de cette année, donc ce serait pour une mise en place au 1er janvier. D'accord. Et donc, Voilà, il y aura donc un retour avec des modalités, j'imagine, et vous serez exactement. le point de contact des collectivités pour ces financements, pour toucher ces Alors, financements. le point de contact pour ce dispositif, ce serait donc, en fait, c'est piloté par Olivier Zrim, qui est en charge de la mobilité durable, Mhm. et on vient d'accueillir chez nous une personne qui s'appelle Thomas Dextrait, donc qui ne peut pas être présent aujourd'hui, mais Thomas Dextrait sera la porte d'entrée des collectivités. Mhm. Donc, ça pourra faire l'objet d'un webinaire un mardi, peut-être en janvier ou en février, pour vous présenter ces dispositifs. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les territoires dans cette réflexion-là et puis de recueillir les différents besoins que les collectivités ont pour réussir à massifier la demande. C'est-à-dire que l'objectif, c'est également d'aider à faire des groupements de commandes pour passer à une industrialisation de la mobilité et faire baisser les prix. Alors, en parallèle de ça, on va également proposer aux élus un soutien à l'acquisition de ces mobilités-là. Donc, on ne pourra pas soutenir tous les véhicules, mais on soutiendra certains véhicules avec une flotte et bien sûr avec une entrée avoir une entrée sur. Alors justement, avoir une entrée approche écosystème. Je reviens juste en arrière parce que j'ai oublié de dire un élément qui peut être très important, c'est que les appels à projets de l'ADEME sont sur des fonds nationaux. Ça veut dire qu'ils sont cumulables avec des fonds européens. Mhm. Voilà, c'est juste, je ferme la parenthèse. Et donc, on va dire que là, sur le plan mobilité, il est assez complet et notre objectif, c'est de lancer une dynamique territoriale où ces études-là, alors nous, ce qu'on va proposer aux élus, je ne sais pas si ça va être retenu, mais ce qu'on a proposé aux élus, ce serait que ces études de transformation des flottes soient prises en charge à hauteur de 80% dans les 2 premières années. Parce que notre objectif, ce serait que dans les 2 ans, on ait un échéancier de transformation des flottes pour ensuite qu'on puisse aller voir les industriels
pour leur dire, ben voilà, on a besoin de tant de bus, tant de bennes ordures ménagères, tant de mobilité lourde, donc on vous propose ça et faites-nous des véhicules en série et essayons de faire baisser les coûts d'investissement. Pour ce volet sur les coûts d'investissement sur la mobilité, pour nous, c'est un réel souci parce que sur l'hydrogène, les coûts sont vraiment, vraiment plus élevés que la normale. Et on s'est aussi aperçu dans l'évolution des fonds européens que ces fonds européens, alors on ne sait pas quelle est la nouvelle mouture, mais dans les échos que j'en avais eus, c'était que, par exemple, sur les fonds, sur les corridors de en fait, transport, eh bien, les fonds seraient orientés production et distribution, et plus du tout sur la mobilité. Ce qui pose un problème parce qu'en fait, actuellement, il n'y a plus d'enveloppe européenne pour l'acquisition de la mobilité. Donc, il y a ce qu'on appelle, c'est un peu la même chose que France Hydrogène à l'échelle de l'Europe. Il y a l'Alliance pour l'hydrogène propre qui vient de mettre en place un pilier région où nous sommes adhérents. Et on va essayer de faire du lobbying au niveau européen dans ce sens pour qu'il y ait des ouvertures d'enveloppe sur des soutiens à l'acquisition de la mobilité hydrogène. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles économiques sur la production et la vente, si on réussit à fixer un prix de vente, tout va bien du côté des énergéticiens qui investissent dans des outils de production et de distribution. Mais sur l'acquisition de la mobilité, c'est réellement un surinvestissement sans forcément avoir une meilleure rentabilité pour les entreprises. C'est juste, ils sont juste plus vertueuses au niveau de l'environnement. Et ce coût-là, en fait, il est supporté à 100% par eux. Donc, si aujourd'hui on voit que principalement, alors je dis principalement parce que maintenant je vois qu'il y a aussi Mauffray qui est là, mais il y a beaucoup de collectivités qui sont les premiers à s'engager parce que ils sont sur une notion de service public et ils sont pas sur cette même notion de rentabilité que peuvent l'être le secteur privé. Donc il faut absolument aider et soutenir le secteur privé dans ce sens-là. Donc pour soutenir le secteur privé, il y a quelques petites choses qui pourraient être imaginées. C'est réfléchir sur l'allongement des contrats entre les chargeurs et les transporteurs. De ne pas faire que ce soit sur des durées de 3 ans, mais peut-être plus sur des durées de 7 ans pour amortir un peu le véhicule, pour sécuriser l'acquisition de ces véhicules-là. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a une répercussion du coût des en fait, installations de distribution qui sont répercutées également sur l'entretien des véhicules, etc., sur les charges de fonctionnement. En fait, actuellement, il n'y a pas de modèle économique qui tienne vraiment la route sur la mobilité. Et ce qu'il faut absolument qu'on fasse pour les porteurs de projets, c'est travailler sur l'acquisition de la mobilité. En tout cas, c'est quelque chose que l'on a identifié et on va essayer de trouver des solutions européennes parce que même au niveau régional, on n'a pas tous les fonds pour répondre et pour couvrir tous les surcoûts liés à l'acquisition de la mobilité hydrogène. Notre pouvoir est limité. Donc, il faut qu'on aille chercher des sous ailleurs. Et c'est pour cette raison aussi que on est en train d'engager des travaux avec la Banque européenne d'investissement pour avoir des ouvertures de crédit et des facilités d'acquisition pour de la mobilité, de la distribution et de la production d'hydrogène, et ainsi nous permettre de monter un dossier au niveau des corridors pour aller chercher des subventions européennes dont la région pourrait en être gestionnaire. Donc notre idée à nous, ce serait que d'ici 2023-2026, on propose aux acteurs des appels à projets pour le soutien le long des corridors. Donc c'est les grands axes de communication, les grands axes transport à proximité,
pour le soutien à la production et à la distribution. Parce qu'actuellement, les fonds européens, comme je vous l'ai dit, n'englobent pas la mobilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille d'ici 2023 pour qu'il y ait des lignes de financement également sur la mobilité, sur l'acquisition de la mobilité. Donc là, on a encore un petit peu de travail sur la partie mobilité. Donc ensuite, là, je l'ai un petit peu évoqué sur la partie production également. Donc alors, pour la partie production d'hydrogène, là, notre soutien, il est encore complexe, il n'est pas encore clairement défini, parce qu'on entre dans le champ concurrentiel de en fait, l'énergie. Donc, il va y avoir les mécanismes de soutien que l'État va proposer. Et puis, nous, jusqu'à présent, on pourrait soutenir indirectement la production d'ENR qui viendrait alimenter les électrolyseurs. Et il se trouve que aujourd'hui, au niveau réglementaire, on ne puisse plus le faire. Donc, on est en attente des nouvelles lois qui vont sortir, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de financer de la production d'ENR si ce n'est pas en autoconsommation. Donc, il faut qu'on ait un texte de loi qui reconnaissent que un parc photovoltaïque ou éolien qui serait raccroché à un électrolyseur, que ce soit traduit comme de l'autoconsommation, pour qu'on puisse éventuellement soutenir ce type de projet. Mais actuellement, c'est la réglementation qui nous en empêche. Donc, on est un petit peu limité de par les réglementations. Et puis voilà, c'est le secteur de en fait l'énergie, c'est une compétence qui n'est pas forcément obligatoire au niveau des régions, mais ça découle de notre politique Stradet, qui est de soutenir les en fait ENR. Voilà, donc on est pour la partie production, voilà, on pourrait être limité, notre action pourrait être limitée à cause de ces réglementations-là. Là, on travaille également sur le volet formation. Donc, le volet formation, donc j'ai un collègue, Grégory Isberger, qui pilote cette partie-là. Donc, il travaille avec Dynamis, il travaille avec l'académie, avec l'université de Lorraine, avec Pôle emploi. Et il travaille également avec France Hydrogène. Donc actuellement, ils vont prochainement prendre contact avec les différents porteurs de projets qui ont des projets concrets sur le territoire. Et donc du coup, là, on essaye de structurer un petit peu l'offre et la demande. Donc on a déjà fait un petit peu un tour de table sur l'offre au niveau bac et bac professionnel, sur l'offre en fait formation qu'il faudrait peut-être colorer avec un petit peu d'hydrogène. Donc on a aussi un soutien, alors de par nos compétences, on soutient les chômeurs, tout ce qui est lycée, etc. Mais dans la filière hydrogène, on s'aperçoit qu'on a beaucoup besoin de bac+2. Donc c'est plus réellement de notre sort, mais notre rôle au niveau de la région, c'est de coordonner ces différents acteurs et de mener ensemble des actions, comme on emmène par exemple avec le programme EURES au niveau de la région, au niveau de la grande région, sur la mobilité professionnelle. Et puis voilà, donc sur la gouvernance, j'en avais déjà un petit peu parlé, avec la grande région. On travaille également avec le Benelux pour le déploiement également de stations hydrogène le long de cet axe, et puis aussi en lien avec les différents ports, puisqu'on a aussi un volet sur le fluvial. Et puis, on est aussi associé avec Région de France. On est copilote du GT hydrogène de Région de France. Donc, on a aussi des échanges avec les différents ministères qui pilotent la stratégie au niveau national. Merci. Marion, nous avons une question ici dans le chat de M. Vautrin. Ici, c'est pour un projet d'ENR électrique. Une vente de la production de gré à gré imposée par l'ADEME dans l'écosystème hydrogène n'est pas un contrat de tarif d'achat et donc devrait pouvoir être subventionné. Alors franchement là… On est déjà dans le très précis. On est vraiment dans le très précis et actuellement, tout n'est pas calé au niveau national ni au niveau européen. Donc je pense que là, rien n'est faisable aujourd'hui, surtout pas la création d'un fait dispositif. Nous, en interne, on se disait, bon…
faudrait qu'on trouve un moyen pour soutenir ces projets-là, mais actuellement, la réponse qu'on a, c'est pas de forcément créer un dispositif particulier parce qu'on va tomber dans des travers juridiques où il nous est impossible, mais c'est de voir au cas par cas. Donc, s'il y a des projets, de voir au cas par cas comment est-ce qu'on peut soutenir directement ou indirectement ces projets-là. Et qu'on puisse revenir vers vous peut-être au printemps quand à la fois les stratégies européennes et régionales seront bien calées, parce qu'on voit bien qu'on est dans cette période aussi où tout le monde a envie d'entendre ces sources de financement et tout le monde dans les starting blocks pour lancer des projets. C'est le moment où on va chercher justement ces financements. Il suffit de lire la presse pour voir que des projets sortent de toutes parts. Maintenant, on comprend bien aussi que les stratégies régionales se calent sur des stratégies européennes. Les PO aujourd'hui sont à peine en cours. Les contrats de plan ne sont pas encore totalement bouclés. Donc on reviendra effectivement vers vous peut-être au printemps aussi pour avoir plus de précision sur tout ça, si vous en êtes d'accord. Oui, puis sur le volet européen, j'ai des collègues qui sont spécialistes sur les fonds européens. Donc, on peut aussi les solliciter pour qu'ils répondent précisément à toutes les questions, que ce soit sur le FEDER, sur le FEDER, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, etc.